Je m'appelle Mamadou Lamine Manga. Je suis né le 28 mai 1969 à Bakolon, c'est-à-dire dans ce village. Et je suis issu de parents paysans. Je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Je suis divorcé, 4 enfants. Je ne suis pas né handicapé. Mes parents avaient des difficultés pour avoir un enfant. À chaque fois quand ils avaient un enfant, à un certain âge, il disparaissait. Et en milieu Diola, on appelle ça Kanyalen, ils sont allés dans un autre village pour chercher un enfant. C'est en ce moment que je suis né. Je suis né, je suis allé jusqu'à l'âge de 8 ans. 8 ans, 9 ans, je suis tombé malade. Tombé malade, à un certain moment, je sentais des déséquilibres quand je marchais. Je tombais. Mes mains commençaient à ne plus pouvoir tenir fortement quelque chose. Par exemple, quand j'ai un objet, pour tenir ça correctement, je ne pouvais pas. Donc c'est comme ça que les choses ont évolué jusqu'à ce que je suis devenu handicapé. C'est donc vers l'âge de 8 ans, 9 ans, que la maladie est survenue et c'est comme ça que je suis devenu handicapé. Je ne suis pas né handicapé. Une maladie ne doit pas entraver le développement spirituel d'un enfant. Ayant compris cela, ses parents l'ont envoyé à l'école pour s'instruire comme tous les autres enfants. À l'âge de 6 ans, mon père avait décidé de m'envoyer à l'école française. Mais auparavant, il était un peu réticent parce que il voulait que je fasse l'école coranique. C'est par l'intervention de ses frères, de ses sœurs, qu'il a finalement décidé de m'envoyer à l'école française. Donc à 6 ans, c'est en 1975, octobre 1975, je suis allé faire le CI 1 an ou 2 ans après que mes camarades d'âge soient partis à l'école. Donc je suis allé à l'école 1 an ou 2 ans après mes camarades d'âge. Mais arrivé à l'école, je les ai tous laissés sur le carreau parce que la plupart avaient redoublé de classe. Ils avaient redoublé une classe ou bien 2 classes entre le CI et le CM2. Arrivé au CM2, moi, j'ai pu obtenir le COPE et l'entrée en 6e en même temps. Vous savez qu'à l'époque, c'était la dictée. La dictée, moi, malgré mon handicap, j'écrivais, en tout cas je ne suis jamais en retard, j'ai toujours fini ma dictée au même moment que tout le monde ou bien avant tout le monde. Donc c'est comme ça que je me suis battu parmi les élèves valides pour obtenir mon COPE et mon entrée en 6e d'un seul coup, ce qui était difficile à l'époque parce que la plupart, il y a beaucoup qui ont fait 2 fois, 3 fois ou 4 fois ou 5 fois le CM2 avant d'obtenir le COP et l'entrée en 6e qui leur donne les portes d'entrée au collège. À l'époque, le cursus scolaire était épuisant et difficile pour lui physiquement, mais cela n'a pas impacté sur sa détermination à apprendre, attirant ainsi l'attention de ses professeurs. Donc en 1981, j'ai obtenu mon entrée en 6e. Je suis parti au collège, c'était au CEMT de Ziguinchor, le collège d'enseignement moyen technique. Et dès la 6e, malgré le dépaysage, parce que moi je viens de la campagne, c'était la première fois d'aller en ville, donc j'arrive en ville, j'étais dépaysé, parce que les milieux ne sont pas les mêmes. Donc malgré tout cela, en 6e, j'obtiens une moyenne de 8. Donc j'ai immédiatement, je me suis immédiatement fait remarquer par mes professeurs et l'administration de l'école. Ils ont fait de tout le possible
toutes les démarches qu'il fallait pour que je puisse avoir un tricycle. Nous, on appelle ça communément en pouce-pouce. C'est à balancier. Voilà, on poussait quoi. Voilà. Parce que moi, à l'époque, j'ai ma canne. Je l'ai laissée à la maison. J'ai ma canne. Et je marchais avec pour aller à l'école. Sans chaussures, sous le chaud soleil, la terre est chaude. Malgré cela, j'ai enduré tous ces problèmes et j'ai été à l'école. Avec le tricycle, ça m'a permis de me déplacer facilement. J'arrive en troisième, je passe d'office le BFM, je suis orienté en seconde E. E, à l'époque, c'était une série scientifique et technique en même temps. J'étais orienté en série E au lycée Maurice Lafosse. Mais mon directeur d'école, que je salue d'ailleurs, s'il vit encore et s'il m'écoute, je le remercie beaucoup, il s'appelait Suleiman Gueye. C'était le directeur du CMT de Ziguinchor. Il m'a appelé pour me dire, Manga, moi je suis un Dakarois et compte tenu des conditions de Dakar, je ne voudrais pas que tu ailles à Dakar. Je vais faire de mon possible, voir le proviseur du lycée Djignaba à l'époque, c'était M. Boukar Diouf. Le censeur, c'était Auguste Prera. Je vais les voir pour qu'on puisse te réorienter au lycée Djignabo et en série C, scientifique. C'est comme ça qu'il a fait. J'ai été réorienté au lycée Djignabo en série C. Je vais en seconde, en première. Arrivé en première, à l'époque, c'était la première partie du baccalauréat. Il y avait deux parties pour le bac, il y avait deux parties. Il y avait la première partie du baccalauréat, il y avait la deuxième partie du baccalauréat. La première partie, je l'ai passée. Et la première partie, c'était une sorte d'entonnoir. C'est-à-dire, à partir de là, beaucoup d'élèves ont quitté l'école. Parce que ce n'était pas facile de passer la première partie du baccalauréat. En 87, c'était la première partie que j'avais franchie pour aller en terminale C en 1988. En 1988, l'année blanche au Sénégal a failli fragiliser son destin d'apprenant. Ne pouvant effectuer des travaux manuels du fait de son handicap, ses parents lui avaient fait comprendre que l'école était sa seule porte de sortie. Arrivé en terminale C en 1988, c'était l'année blanche pour tout le monde. Une grève qui a conduit à une année blanche. Et pendant cette année-là, moi, mes parents, quand ils m'ont amené à l'école, ils me disaient que l'école, c'est ta seule voie de salut. Parce que toi, tu es handicapé, tu ne pourras pas faire des travaux manuels. Donc, à l'école, tu pourras, avec tes diplômes, avoir un emploi qui te permettra de te prendre en charge et de prendre en charge tes familles. Mais, c'est comme ça que j'ai pu, en 1988, quand il y avait l'année blanche, je commençais à m'inquiéter parce que je me disais qu'avec cette année blanche-là, ma vie est en danger. Entre guillemets, ma vie est en danger parce que peut-être qu'à partir de là, je ne pourrais plus continuer les études. Donc, je suis allé faire un concours pour l'enseignement. À l'époque, c'était l'école normale régionale de Kolda. Et actuellement, on appelle ça EFI, École de formation des instituteurs. S'ensuivit un moment de choc. Le désespoir survient, non pas parce qu'il a arrêté son parcours, mais parce qu'il lui a été refusé le droit à la formation professionnelle du fait de sa maladie. Je réussis à ce concours-là en 88. Octobre 88, je me rends à l'école pour la formation, pour débuter la formation. Mais malheureusement, arrivé là-bas, on me signifie que je suis handicapé, que je ne pourrais pas faire cette école parce que je ne pourrais pas enseigner. Ça a causé un véritable choc pour moi. Le choc causé par cet échec m'avait empêché de réussir le baccalauréat de l'année 89, série C. Mais en 90,
j'ai repris la terminale, mais cette fois-ci, j'ai fait la série D. Toujours une série scientifique. J'ai réussi au baccalauréat série D. Je vais à l'université. C'est encore un autre monde. C'est encore un autre monde. Et les conditions dans lesquelles j'étais étaient difficiles. Parce que je débarquais d'abord à Dakar pour la première fois. J'arrive à l'université, je n'ai pas de chambre. J'habitais Yoff à des dizaines ou centaines de kilomètres de l'université. Il fallait quitter chaque jour 5 heures du matin avec les Ndaganja et les carabites et les bus pour arriver à l'université. Donc, toutes ces conditions m'ont empêché en réalité d'étudier convenablement. Arrivé, j'ai fait la première année. En tout cas, je suis allé jusqu'en deuxième année. En deuxième année de sciences économiques. Voilà. Avec l'année blanche, l'année invalidée de 1994, j'ai fait le concours de l'École nationale d'économie appliquée, l'ENEA. Je réussis au concours, à l'écrit. Je vais pour l'entretien avec le jury et c'est là-bas que j'ai été éliminé. Je me résigne à aller faire une formation en comptabilité de gestion. Et c'est là où j'ai pu avoir un diplôme en comptabilité de gestion. Donc voici résumé mon cursus scolaire. La tristesse dans son regard quand il rappelle son parcours scolaire où il a été victime de discrimination. L'école était tout pour lui. Après ma formation en comptabilité de gestion, l'État a eu à faire beaucoup de recrutement. J'ai toujours postulé. Mais je n'ai jamais eu de suite favorable. Entre-temps, il y avait un de mes enseignants quand je faisais la formation. C'est lui qui avait créé une école de formation, un institut supérieur de formation, et il m'a pris là-bas comme comptable. C'est comme ça que j'ai pu intégrer un peu le milieu du travail. J'ai fait 7 ans dans cette entreprise comme comptable. Entre-temps, l'entreprise a eu des difficultés et l'entreprise était fermée. Enfin, non, pas fermée, mais moi j'étais compressé. Voilà. Ce que j'avais oublié aussi de dire, c'est quand j'ai fait l'école normale régionale, quand je suis arrivé là-bas et quand j'ai été renvoyé là-bas parce que je suis handicapé, j'ai écrit une lettre au président de la République. À l'époque, c'était Abdou Diouf. J'ai écrit une lettre pour attirer son attention sur ma situation. Essayer de voir comment faire pour régler ce problème. Par l'intermédiaire de son secrétaire général, du secrétaire général à la présidence, Jean Collin, il m'a répondu pour me dire que va étudier, quand tu auras ton bac, on verra ce qu'on peut faire. Et quand j'ai eu mon bac, quand je suis allé à Dakar, j'ai réécrit encore pour lui rappeler la promesse qu'il m'a faite. Il me dit que pour le moment, il ne peut rien faire, à moins qu'il me donne une bourse. Et c'est une demi-bourse qu'on m'avait donnée. Voilà. Mais je n'avais pas de chambre à l'université. Avant la bourse, parce que la bourse est venue très tardivement, un peu vers la fin de l'année, de la première année. Donc, c'est en ce moment que j'ai pu avoir une bourse, une demi-bourse, que je me suis contenté de ça. Son diplôme de comptabilité lui avait permis de participer à 2 tests de recrutement où à chaque fois il réussissait à l'écrit. Mais
était recalé à l'oral devant des candidats qui n'avaient pas le plus qu'il avait dans son parcours. Une discrimination, tout simplement. Voilà. Donc, la fonction publique a toujours recruté. Après mon diplôme de comptabilité, j'ai toujours postulé, mais je n'ai jamais été retenu. Je n'ai jamais été retenu. J'ai pu, avec mon diplôme de comptabilité, j'ai fait 2 tests d'emploi. 2 tests d'emploi. Le premier test, nous étions 3. Moi et 2 étudiants. Je dis bien des étudiants, parce qu'ils n'avaient pas encore fini de formation. Et ils n'ont jamais fait de stage. Je réussis comme d'habitude à l'écrit. Mais, finalement, c'est un des étudiants qu'ils ont retenu à ma place pour occuper le poste de comptable. Et qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme raison? Ils disent que c'est parce que moi je ne pourrais pas monter les escaliers, parce que le bureau de comptable est à l'étage et moi je ne pourrais pas monter les escaliers. C'était au premier étage. Or moi, quand je travaillais, pendant les 7 années que je travaillais, j'étais au 3e étage. Avec ma béquille, je montais jusqu'au 3e étage. C'est pas un ascenseur, c'est des escaliers. Mais moi, là, on me dit pour un bureau qui se trouve au premier étage, on me dit que je ne pourrais pas monter les escaliers. Et c'est comme ça que j'ai été renvoyé. L'autre test que j'ai fait, on ne m'a même pas donné les raisons de mon échec. Alors, j'ai su que toujours ce signe indien qui me suit, c'est-à-dire mon handicap, c'est ça qui est la cause de tout ça. Son ultime espoir aujourd'hui, c'est de pouvoir exploiter une ferme, car la terre ne lui manque pas, mais les moyens, oui. Aujourd'hui, moi, si j'ai des soutiens, je préfère un projet de ferme, une ferme. C'est pas la terre qui me manque. Même jusqu'à 4-5 hectares, je peux l'exploiter, je peux l'avoir. Maintenant, comment l'exploiter si j'ai pas de soutien? C'est ça mon problème. J'ai pas croisé les bras. J'ai quand même tenté des choses. J'ai fait des ruches pour faire de l'apiculture. J'ai planté des manguiers. Et tout cela, c'est avec l'aide de mes enfants. Dès l'âge de 8 ans, 6 ans, je les ai amenés à travailler avec moi dans ce domaine. Et les gens commençaient à dire, mais non, est-ce que tu n'as pas entendu qu'il faut éviter le travail des enfants? Mais moi, je n'avais pas aucune autre solution parce que je ne pouvais pas avoir quelqu'un d'autre qui pouvait m'aider dans ces travaux-là. Ces travaux manuels. Donc, j'étais obligé de prendre mes enfants qui étaient petits encore, qui avaient 8, 9 ans, pour qu'ils m'aident à le faire. Mais quand même, aujourd'hui, on commence à voir que ce qu'ils ont planté, ça commence à venir, même si ça n'a pas encore commencé à produire, mais quand même, ça tient debout. Voilà. Donc aujourd'hui, si je parvenais à avoir du soutien, je veux une ferme. Je veux planter des arbres fruitiers, des manguiers, des mandariniers, des anacardiers. Je veux faire de l'élevage, de poulets, de poulets locaux, de chèvres, de moutons, etc. Je veux faire du maraîchage. Je veux faire des spéculations assez courtes. Et là, j'aurai besoin de maximum 2 ans seulement
pour m'autonomiser, c'est-à-dire pour prendre en charge tout ce qu'il y a, comme charge. Toutefois, il a eu la chance d'avoir un père prévisible qui avait eu à planter des arbres fruitiers. Il en est fier. Ce que j'avais omis un peu de dire, c'est que mon père aussi avait vu d'avance que malgré mon étude, que j'aurais des difficultés à m'insérer dans la vie professionnelle. Il a planté des arbres fruitiers. Et ça aussi, c'est d'un grand apport pour moi. Parce que s'il n'avait pas fait ça, aujourd'hui, je ne savais pas comment est-ce que j'allais faire. Donc lui, il a planté des arbres fruitiers qui produisent, Et moi, ce que j'ai pu faire avec les enfants, ça tient, mais ça n'a pas encore commencé à produire. Et tout ça, c'est parce que je n'ai pas quelqu'un qui pourrait m'aider à travailler de façon manuelle. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Mamadou Lamine est également un père de famille responsable. Il a mis ses enfants à l'école et essaie de subvenir à leurs besoins avec énormément de difficultés. Mais il peut compter sur le soutien de ses amis. Ils sont tous à l'école. L'aîné est en classe de seconde. La fille qui suit, elle est en classe de 4e. L'autre fille qui suit, elle fait le CM2. Et le Benjamin fait le CM1. Le dernier fait le CM1. Et qui prend en charge des études? Je me débrouille avec ce peu que je gagne de la récolte des mangues et de la récolte de l'anacarde. C'est avec ça que je prends en charge leurs études, que je me nourris, que je les nourris. Mais avec toutes les peines du monde, et là, c'est plutôt des connaissances, des amis qui parfois interviennent pour me donner un coup de main. Parce que les vergers que j'ai, ce ne sont pas de grands vergers. Et même si ça peut me permettre de me prendre en charge et de prendre en charge ma famille, mes enfants et autres, ça ne peut pas dépasser 6 mois. Donc, le reste de l'année, en attendant la prochaine campagne, c'est des coups de main, de connaissances, d'amis. Sa dure expérience de la vie, due à son handicap, n'a pas enlevé son optimisme et son courage, car il est avant tout croyant. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs de Jotna TV. Je voudrais remercier vous les journalistes de Jotna TV. Je voudrais remercier les techniciens de Jotna TV. Vous qui êtes venus me voir pour vous entretenir avec moi. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont pu contribuer à la réalisation de cet entretien. Merci beaucoup. Un récit de vie qui enseigne énormément sur la situation des personnes vivant avec un handicap. Parfois, le suicide est souvent envisagé par ces derniers, mais la foi en Dieu permet de sauver des vies. Un seul regret pour Mamadou Lamine, les injustices subies au sein de la société.